moment dans lequel vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour mon bilan de lecture du mois de juin qui devrait être assez rapide. Parce que comme j'ai fait un update au courant du mois, on va commencer par passer rapidement sur les lectures que je vous avais déjà présentées. Donc comme ça, je vous mettrai un timecode ou un watch time ou je sais pas quel truc. Bref, où vous pouvez sauter en gros le début de la vidéo pour aller directement au livre dont on n'a pas parlé. Et également à la fin, je vous parlerai de mes abandons parce qu'il y en a eu plusieurs, dont un qui est vraiment à mon sens très problématique, donc je m'attarderai un peu dessus, genre pour vous dire, il y a des prises de notes. J'ai pris en photo les passages parce que j'ai pas gardé les livres, donc j'ai pris en photo les passages pour vous les lire et tout. Si vous avez suivi les stories Insta, Booksta, vous savez déjà de quel livre il s'agit et ce que je vais dire. Donc surtout restez bien jusqu'à la fin parce que vraiment ça va râler. On n'est pas content du tout, donc coup de gueule à venir. Voilà, donc en gros ce mois-ci, qu'ai-je lu? J'ai lu, je dirais 14 livres, il y en a 2 que je n'ai plus en ma possession parce que je les ai pas gardés, parce que je les ai pas plus appréciés que ça, enfin voilà, donc on va y venir. Du coup je vais passer rapidement sur les livres que je vous ai déjà présentés dans l'update, comme ça au moins si vous voulez des avis plus détaillés, le lien sera en barre d'infos ou dans le petit i pour la vidéo avec mes avis sur ces livres là. Je vous l'avais dit, la petite librairie de The Riverside Drive de Frida Skyback. Ici on rencontrait Charlotte qui suite à la perte de son mari était un peu vouée corps et âme à son travail. Elle vivait en Suède et un beau jour elle reçoit la nouvelle qu'elle a hérité d'une maison et d'une boutique à Londres de par une tante qu'elle ne connaît pas du tout, donc vraiment what the fuck. Donc elle se rend à Londres sur place pour découvrir la librairie, ses employés et voilà la vie de quartier, pour pouvoir faire toutes les démarches notariales, bancaires, afin de vendre l'affaire quoi. Sauf que évidemment, comme dans tout feel good, elle va s'attacher au personnel, etc. Donc elle va vouloir tout faire pour redresser la barque et éviter de devoir vendre ou fermer la librairie. C'est une lecture que j'ai bien aimée, j'ai beaucoup apprécié le personnage de Charlotte. En revanche, dans mon update c'est plus détaillé, mais certains points m'ont fait tiquer, notamment que elle faisait tout pour arranger la situation, et dès qu'il y a un truc qui allait un peu de travers, certains personnages lui en mettaient plein la figure, alors qu'elle voulait juste les préserver en gardant certaines informations pour elle pour pouvoir sauver le truc et après venir dire bah voilà c'était à ce point là et maintenant on est arrivé à ce point ci grâce à tout ça. Donc voilà, mais c'était une bonne. J'ai ensuite lu L'Aigle et la Rose de Serge Hayat. Donc là comme je vous l'ai dit dans le vidéo, c'est un Gossip Girl chez Napoléon. Vraiment, Napoléon va revenir plus tôt que prévu de sa campagne en Égypte et sa femme Joséphine va être un petit peu au sans coup parce que c'était pas prévu. Elle s'y attendait pas et elle a de quoi être en PLS parce que Napoléon est au courant que dans son dos elle se tape tout Paris, cette allumeuse, donc vraiment il vient en gros pour régler ses comptes et elle panique, cette dindonne. Donc voilà, elle va vouloir s'allier à Pierre Barras, qui est l'homme supérieur du directoire à Paris à l'époque, et parce qu'ils sont en bis, enfin bref. Et du coup, à l'arrivée de Napoléon, il va se rendre compte que Joséphine n'est pas là, et il va se rendre chez Pierre Barras, et de là va se suivre une confrontation où Barras va révéler plein de choses qu'ignorait Napoléon, donc vraiment du quiproquo, du drama. C'est vraiment un récit très dynamique, très vaudeville, si vous avez un peu le terme théâtral. Mais voilà, c'est une genre de petite pièce de théâtre, une petite scénette. Tout se passe sur une soirée et moi j'ai trouvé ça très rafraîchissant. Le côté historique, fait historique est plutôt très bien respecté, ainsi que les personnages mis en scène. Donc ouais, il y a forcément des parties romancées, mais l'essentiel de l'histoire est là. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa de voir cet événement Napoléon sous ce jour. Donc voilà, ça je vous recommande fortement. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être historien ou féru de l'époque napoléonienne pour apprécier la lecture. Vraiment, je pense que ça peut être adapté. En plus, c'est un livre très court, donc foncez. On vient dire que j'ai lu les livres disparus de la 5e avenue de Fiona Davis, pareil, dont je vous ai déjà parlé un peu plus en détail, parce qu'ici, je ne vais pas m'étaler parce qu'on est sur un roman avec de la double temporalité, donc avec un petit peu de secret de famille, etc. Donc c'était très chouette. On rencontrait du coup pendant une période de 1913 le personnage de Laura Lyons, qui était femme et mère au foyer, et qui un beau jour décide de s'émanciper un petit peu en prenant des cours de journalisme, et à travers ces cours elle allait rencontrer un groupe de femmes qui à l'époque elles n'avaient pas peur de
dire les choses, ce qu'elle pensait, s'affirmer, etc. Donc elle allait remettre en question son rôle de femme. Et en 1993, on rencontrait Sadie qui est la petite fille du personnage de 1913, donc Laura Lyons, qui a décroché un job à la bibliothèque publique de New York, sélectionnée pour organiser une exposition importante sur les trésors un peu cachés de la bibliothèque. Et à un moment, va disparaître certains livres assez précieux de la bibliothèque. Et donc, on va vite comprendre que c'est un lien parce qu'en 1913, il y avait également eu des affaires de disparition de livres. Donc voilà, on a vraiment une double temporalité sur le même lieu, etc. avec des personnages en lien. J'ai trouvé que c'était très dynamique. C'était parfois peut-être que j'ai trouvé ça un petit peu long, que ça manquait un peu d'action. Mais en soi, c'était plutôt crédible par rapport au contexte de l'enquête et du milieu littéraire présenté ici. Donc, je vous ai également lu de Camille Vercy, Réseau Royal, publié chez Château d'Âme. Alors, je ne sais pas si c'est leur première publication, mais c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas jusqu'ici. Réseau Royal est une histoire que j'ai découverte sur Wattpad il y a fort longtemps, comme je vous l'avais dit. Et ici, en gros, on est à Versailles de nos jours. La Révolution française n'a pas eu lieu, donc c'est toujours la monarchie. Là, le roi en place va mourir et c'est à son fils Louis XX de prendre le relais, sauf que lui il a 25 ans, il est un peu jeté dans la marmite sans l'avoir demandé, et donc il va devoir se faire à son nouveau rôle. Certaines de ses décisions vont pas trop être appréciées, mais il va quand même les faire, et autour de lui vont virevolter, voltiger, voler, bref, je sais pas, évoluer d'autres personnages, donc Katharina qui elle fait partie de la famille royale d'Espagne, et on comprend qu'elle est à Versailles pour une autre raison que les funérailles de l'ancien roi. On a le personnage de Julie qui est une jeune fille de la classe moyenne, je dirais, qui va devoir s'infiltrer au sein de Versailles pour obtenir certaines informations pour une certaine personne. Et on a le personnage de Thomas qui lui, comme si vous avez vu ma vidéo, vous savez que je l'avais pas trop aimé, mais qui en gros par un concours de circonstances va se retrouver un peu rétrogradé sur Réseau Royal, qui est donc du coup par rapport au titre le réseau social phare, le Twitter du moment. Et donc il va se retrouver un peu rétrogradé par rapport au statut, et il va en avoir une envie de vengeance de la monarchie, voilà, donc comprendre ce qui s'est passé, etc. Parce que jusque là il n'y avait pas de raison qu'il soit rétrogradé entre guillemets. Donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé retrouver ce que j'avais lu sur Wattpad. En revanche, c'est vrai que je pense que vu certaines révélations, c'est un livre qui aurait pu être divisé en deux. Il me semble que sur Wattpad c'était en saison, genre donc là il y a une suite forcément, mais je sais plus si c'était la saison, c'était vraiment tout ce tome là, j'ai pas de souvenir. Et comme dans les chapitres on a plusieurs points de vue, sur Wattpad c'était en gros un chapitre, un point de vue, donc j'avais l'impression de l'avoir lu super vite, et là en fait les chapitres font 30 pages parce que à chaque fois dans un chapitre les 4 points de vue en gros sont réunis, donc ça me paraissait long. Et je l'avais dit, le défaut de ce livre c'est que la police est extrêmement petite, on doit être sur du 10,5 ou du 11,5, et c'était assez lourd à lire, en fait un livre que je pense que j'aurais pu dévorer davantage si j'avais pas eu cette sensation de lourdeur dans la taille de police, parce que ça fatigue davantage plus vite les yeux. Donc voilà, mais très bonne lecture que je vous recommande. Encore une fois, un truc historique avec de la royauté, on ne s'arrête plus. J'ai également lu le fameux Divine Rivalité de Rebecca Ross, donc publié chez De Saxus. J'ai beaucoup aimé. En refaisant mon livre, je comprends qu'il y ait une hype autour de ce bouquin, vraiment, parce que j'ai trouvé la plume très très belle, très bien écrite. La romance qui est sur fond de Enemies to Lovers fonctionne très bien pour moi. Les personnages sont attachants. Pour du Enemies to Lovers, des fois il y en a un des deux qui peut être très détestable, souvent le mec. Ici c'est pas le cas, vraiment ils ont chacun leur personnalité, leur caractère que j'ai beaucoup aimé. Ici donc on rencontrait Iris et Roman qui travaillent tous les deux dans un journal et qui se tirent un peu la bourre pour savoir qui obtiendra les meilleures missions, les meilleurs reportages, etc. Et le fond historique ici, c'est qu'il y a une guerre des divinités. Alors moi au début quand j'ai entendu parler de ce livre, j'avais pas du tout tilté, genre je sais pas, j'ai occulté l'info que c'était une guerre de divinités avec des déités, etc. Et c'est vrai que je vous l'ai dit, je suis pas trop fan quand il y a des divinités, des dieux, etc. Parce que c'est juste pas très crédible, le côté la magie et tout prend vite de la place. Moi pour moi c'était juste pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis il y avait un petit pan fantastique avec de la magie par rapport aux lettres et au côté épistolaire. Mais ma foi, c'était si bien écrit que c'est assez secondaire dans l'histoire, le côté divin.
Donc oui, on a les légendes qui sont contées pour un peu resituer le contexte, mais c'était pas trop lourd, ça ne m'a pas dérangé. Donc voilà, on suit Iris qui à un moment va devoir, qui envoie en gros des lettres à son frère qui lui est parti sur le front, et elle va se rendre compte que ces lettres disparaissent mystérieusement, et un beau jour elle va recevoir une réponse, mais qui n'est pas de son frère, et donc à partir de là va s'enchaîner une relation épistolaire. On sait que c'est entre du coup elle et Roman, son ennemi, mais lui sait que c'est elle, mais elle ne le sait pas. Et donc voilà, ça va, la romance va se construire un peu autour de ça, et après par un concours de circonstances, ils vont être éloignés puis devoir se retrouver. C'est mal expliqué, mais on peut vite être dans le spoil, donc j'ai pas envie, parce que vraiment il faut le découvrir, parce qu'il est vraiment très chouette, et la plume de Rebecca Ross est vraiment sublime. J'ai trouvé ça très profond. Également c'est marqué 15+ derrière, dans les trigger warnings il y a du sexe, mais sachez que il y a à la fin qu'une scène qui arrive, je dirais, dans les 15 derniers pourcents, une scène de sexe, mais elle est explicite sans lettres parce que c'est vraiment suggéré, c'est 1 page et demie à peine, donc vraiment si c'est un truc qui peut vous freiner, sachez que là c'est quand même assez accessible, il n'y a pas du tout. Limite ce qui m'a le plus donné de mal à lire c'était tout ce qui était sur le front de la guerre, etc. parce que c'était assez oppressant, les détails étaient vraiment, ils faisaient mal quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour les livres que j'ai lus et que je vous ai présentés dans le update. Maintenant, concernant le projet Chatham, évidemment ce mois-ci j'ai encore lu 3 nouveaux livres de lui. Donc j'ai lu Autre Monde, j'ai lu le tome 4 et le 5 Ose, que je vous mettrai la couverture par ici parce que je ne l'ai pas trouvé pour l'instant encore d'occasion dans cette édition. C'est compliqué. Donc ça, oui, pardon, je m'égare. Et j'ai lu La Conjuration Primitive également. Donc c'est le premier tome d'une autre série policière sous nom Section de Recherche ou Ludivine Baker. Enfin, c'est avec le personnage de Ludivine Baker au centre du truc. Donc j'en parle plus dans l'épisode du projet Chatham qui est sorti, je pense, avant cette vidéo. Donc pareil, je vous mets le lien dans la barre d'infos et dans le petit. À savoir que Autre Monde, c'est blasant, ça me saoule. Vraiment, c'est parce qu'il y a le projet Chatham, sinon j'aurais abandonné depuis belle lurette et je me serais même jamais lancée dedans. Plus ça va, plus ça tire en... ça part dans tous les sens et ça n'a pas de sens. Et La Conjuration Primitive, plutôt sympa, après pas d'énormes surprises. Pour moi c'est un livre qui me permet davantage d'appréhender Maxime Chatham et ce qu'il a voulu faire de son œuvre complète. Voilà, il y a pas mal de clins d'œil à certaines choses, donc plutôt bonne lecture. Et personnage plutôt intéressant, donc je lirai la suite le mois prochain avec plaisir. Maintenant, passons aux lectures que j'ai faites ensuite, dont je ne vous ai pas parlé, qui, ma foi, ont plutôt été très bonnes aussi, vraiment. Ce mois-ci, j'ai pas eu de grosses déceptions, à part les 2 tomes d'Autre Monde. Ça a été plutôt positif. J'ai lu La collectionneuse de mots oubliés de Pip Williams. Je ne connaissais pas cet auteur avant. J'avais dû voir passer en grand format le livre qui avait aussi une très belle couverture. Mais voilà, je me suis lancée sur le poche. Ici, on va rencontrer Esme, qui est une jeune... au début du livre, elle est enfant. Elle suit un peu son père partout parce que lui est lexicographe dans un scriptorium. Donc lexicographe, c'est-à-dire que avec ses collègues, il crée des mots, mais il répertorie des mots avec des définitions et des citations pour les mettre en contexte, parce qu'ils écrivent le premier dictionnaire d'Oxford. Donc, je le dis tout de suite, contexte historique, en 1886. Et on s'étale après jusqu'à la Première Guerre mondiale et un peu après, donc vraiment sur un très bon livre historique. Et en fait, c'est un fait réel, donc c'est précisé derrière. Du coup, Esme, qui suit son père dans ce scriptorium, a pour habitude de se cacher sous la table. Et quand elle se cache sous la table, des fois il y a des feuilles qui volent, voilà, des mots en gros qui sont oubliés, qu'elle récupère. Et un beau jour, elle tombe sur le mot bonne à tout faire. Et en demandant à son père pourquoi celui-ci n'est pas en gros dans le dictionnaire, c'est parce qu'on considère qu'il est insignifiant. Voilà, il n'y a pas... il n'y a pas à en dire. Et du coup, on va suivre Esme tout au long de sa vie, qui va récupérer de ci, de là des mots, aller sur le terrain et les récolter elle-même auprès de certaines femmes, parce que voilà, on est dans ce truc de... c'est pas encore la guerre, mais il y a aussi ce combat pour le droit de vote des femmes qui prend de plus en plus d'ampleur, qui commence à s'affirmer. Donc historiquement, c'est très complet, c'est très riche, c'est très intéressant. J'ai bien aimé ma lecture, je l'ai même beaucoup aimé, j'ai adoré la fin. Il y a un moment au milieu où je trouve que ça s'essouffle un peu parce qu'il y a un événement
J'ai trouvé qu'on s'apitoyait un peu dessus, on prenait un peu trop de temps dessus alors que ça aurait pu être peut-être raccourci. Mais après j'ai retrouvé un regain d'intérêt pour le livre. C'était pas cependant ce à quoi je m'attendais. Parce qu'au début quand j'ai commencé ça en lisant la 4e de couve, je m'attendais en gros à ce que Esmé, donc notre personnage, récolte des mots, en gros tous les mots qu'on voulait pas, et qu'elle crée dans le dos un peu de tout le monde son propre dictionnaire avec ces mots là et qu'en gros ça fasse polémique. Et pas du tout en fait parce que elle récolte les mots et je spoil pas parce que c'est dès le début, elle les cache dans une malle sous le lit et voilà ils y restent et puis pendant des temps elle va pas en récolter puis après elle va en récolter, enfin bref donc voilà c'était pas ce à quoi je m'attendais en lisant la 4e. Mais j'ai quand même été satisfaite de ce que j'ai lu, j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande énormément. Une lecture qui m'a déroutée, j'ai lu Les Fêlures de Wakefield Manor, donc de S.A. Yarmond, publié aux éditions Orléans. Donc pareil comme Château d'Âme, c'est le premier livre que j'ai de cette maison d'édition, donc je ne sais pas si elle est nouvelle ou non. Pareil, ici, même contexte historique, on commence en 1800 et quelques, et après en 1910, on va suivre, comment elle s'appelle déjà, Honoria, qui a 27 ans, qui est tout juste veuve et qui va être un peu en marge de la société parce qu'elle ne veut pas se remarier directement. Elle, son truc, c'est l'enseignement. Elle adore enseigner dans un petit village pas loin à des enfants un peu démunis, etc. Et pouvoir partager ses connaissances. Et elle va accepter, au grand étonnement de tout le monde, parce que normalement elle est socialement plutôt bien vue, elle va accepter d'être en gros préceptrice dans une famille, donc dans la famille Pendergast, qui vit à Wakefield Manor. Et quand elle va arriver là-bas, elle va se rendre compte que c'est une famille qui s'exclut, volontairement, je n'en dis pas plus, mais de la vie sociale. Et elle va du coup rencontrer des enfants à qui elle va donner des cours, et les autres enfants, deux autres filles, il y a un garçon, une jeune fille, et après il y a deux autres sœurs qui sont plus grandes, donc il y en a une qui est sur le point de se marier, qui a fait son entrée dans le monde, etc. Et on a le père ainsi que les domestiques, les servantes. Et puis la mère qui, elle, a fait une fausse couche il n'y a pas longtemps, on l'apprend assez rapidement. Donc elle est un peu en gros en rémission, si je puis dire. Mais voilà. Et du coup, on va suivre ça et elle va se rendre compte que dans le manoir, il y a des choses un peu bizarres et qu'il y a une des ailes du manoir qui est complètement barricadée, complètement fermée. Donc elle va se demander pourquoi. Donc voilà, c'est très mystérieux, c'est très sombre. Encore une fois, je pense que c'est un livre que je pourrais mettre dans le même panier que La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey ou Rebecca, parce que c'est ce genre de sensation un peu, on sait pas trop où mettre les pieds. On a un mystère, on veut nous dire des choses sans trop nous en dire, où est-ce que ça nous mène, est-ce que tout le monde est qui il semble être. Beaucoup de personnages, mais j'ai trouvé ça très, pas déroutant parce qu'ils ont chacun leur personnalité, leur caractère propre. Donc on pourrait facilement s'y perdre mais ça fonctionne. Là aussi ce que j'ai trouvé très chouette, même si pas très pratique parce que voilà, on a une playlist par chapitre, donc on a des chansons par chapitre qui est sur Spotify, donc on a un petit code pour l'avoir. C'était pas très pratique parce que selon la longueur des chapitres il fallait mettre plusieurs fois certaines chansons et tout, donc moi j'étais un peu vraiment psychorigide là-dessus, donc voilà. Mais j'ai trouvé que c'était très chouette et le travail éditorial sur le livre était très beau. J'ai beaucoup aimé. Le personnage de Doria est top et la fin, alors je m'attendais pas du tout à cette fin. Vraiment, ça m'a déroutée parce que ça n'a pas du tout pris la direction que je pensais. Alors, il y avait des choses que j'avais vu venir, que j'avais devinées. Mais vraiment, les derniers chapitres m'ont laissé stoïque parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais pas que ça allait prendre cette tournure. Je pense que vous commencerez ce livre en ayant des idées et vous allez aussi vous faire avoir. Donc voilà, je vous recommande ce très beau livre. La librairie disparue de Ellie Woods, publié chez City Edition. Je vous montre parce que sous la jaquette, des fois il n'y a pas de travail, mais là il y a un travail de dorure et tout qui sont préservés grâce à la jaquette. L'intérieur de la jaquette est trop beau. On dirait le fond des miniatures de Lyra avec Lia, je trouve. Bref. Et pareil, j'ai Aspage, j'ai trouvé ça vraiment super. Ici, pareil, on est encore dans un récit un peu, je dirais pas contemplatif parce qu'il se passe énormément de choses, c'est très dynamique. On va rencontrer Martha, donc pareil, on a encore une double temporalité, donc on a le présent, et plutôt très récent parce que ça mentionne TikTok, donc je pense que c'est dans les années 2020, voilà.
On retrouve Martha qui a fui son mari violent sans laisser de traces parce qu'elle ne veut pas être retrouvée. Et elle va arriver à Dublin et se faire embaucher au sein d'une maison pour être en gros la domestique de la femme, la maîtresse de maison. Et on va aussi avoir le point de vue aussi au présent de Henry qui est lui un jeune homme qui fait des études littéraires et qui un jour va tomber sur Martha et parce qu'il cherche une librairie disparue et un manuscrit un peu ancien, un peu mystique qui devrait se trouver en gros dans les parages où vit Martha avec sa maîtresse de maison. Donc trop bizarre, et donc ils vont en gros tous les deux un peu par un concours de circonstances faire équipe dans cette quête en apprenant tous les deux à se connaître. Donc je dirais pas que c'est pas un enemies to lovers du tout, je dirais que c'est plutôt un strangers to friends to lovers, voilà. Mais la romance est très mignonne. Le point négatif sur la romance, c'est qu'ils ne communiquent pas. Vraiment, il y a des choses, ça aurait pu être réglé en 2 coups de cuillère. Sauf qu'ils ne communiquent pas et ruminent chacun dans leurs pensées. Messieurs, dames, à un moment, la clé d'un couple, c'est la communication. C'est ma copine Victoire qui l'a dit. Bref, donc on a ces deux personnages dans le présent et dans le passé, on suit le personnage d'Opaline. Donc on est en 1920. Donc je crois que on a un bout avant la guerre ou après, ou bref, la deuxième ou la première, je ne sais plus. Enfin bref, on a un entre-deux-guerres, mais aussi, voilà. Découvrir que la fameuse librairie, en fait, Martha et Henry, la fameuse librairie appartenait à cette fameuse Opaline. Et donc nous, on va suivre à travers certains chapitres son histoire. Et donc eux, ce qu'ils découvrent, nous, on le lit. Et on va se rendre compte que Opaline, pareil, elle a fui un peu sa famille à une certaine époque parce que son frère, qui est un connard fini, on va y revenir, veut la marier de force à un mec, sauf qu'elle n'est pas d'accord, donc elle va essayer de fuir et tout, et elle va se retrouver en France et à Paris et découvrir le monde du livre, de la librairie, etc. Et ça va s'enchaîner. Et donc on va suivre ces péripéties, et donc les 3 points de vue vont arriver à se mêler, à se rejoindre, etc. Encore une fois, j'avais vu certaines choses venir parce que voilà, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre certaines choses. Mais j'ai trouvé ça très bien écrit. Vraiment, une fois qu'on lisait un chapitre, on voulait savoir ce qu'il a donné des personnages et tout, donc j'ai trouvé ça très chouette. Donc comme j'ai dit, trigger warning, violence conjugale quand même, parce qu'il y a des choses de mentionner, donc ça peut ne pas être facile à lire. Et également les hommes à la période d'Opaline, donc en 1900 et quelques, détestables. Mon dieu, ce que... En fait, je peux pas spoiler, mais en gros, à cette époque, il y a forcément... Enfin, la femme, c'est le sexe fait, c'est ta place, elle est à tel endroit, dans telle mesure. Et quand tu fais pas ce qu'on veut qu'on fasse, les hommes, en gros, de la famille... on l'appui d'autres hommes, que ce soit des médecins, des directeurs, etc. Et ils peuvent un peu manipuler tout ça. Et il y a vers la fin un passage de ce qui arrive à Opaline qui m'a mis hors de moi tellement j'étais énervée. Vraiment qu'on manipule les gens comme ça et qu'on les fasse en gros passer pour folles alors qu'elles sont saines d'esprit et tout. Et vraiment les hommes détestables à cette période dans ce bouquin, dans ces passages-là, quoi. Donc non, un roman assez fort, les sujets abordés poignants, je trouve que c'est bien amené. Pareil, il y a des choses historiques qui sont bien documentées, donc j'ai apprécié également. Donc ça, je vous le recommande aussi. J'ai lu Les Sorcières du Phare de S.C. Crook, je ne sais plus exactement, de toute façon je vous mettrai la couverture, mais c'est Crook le nom de famille, c'est sûr. Où là, on rencontrait une jeune fille, je sais plus son prénom, à notre époque, enfin dans les années 2018-2020 quoi. Qui est enceinte, qui a un compagnon, voilà, qui fait sa vie, et un beau jour on l'appelle et on lui dit voilà, on a retrouvé quelqu'un qui semble être l'une de vos sœurs pour lesquelles il y a eu une disparition il y a longtemps et c'était vous qui étiez noté à contacter. Donc elle se rend sur place et elle découvre que sa petite sœur, qui devrait avoir 29 ans, a toujours le même âge qu'à sa disparition, donc c'est-à-dire 7 ans je crois. Parce que voilà, à une époque, il s'est passé quelque chose. Elles étaient parties sur une île avec leur mère. C'était trois enfants, 3 jeunes filles. Leur mère les avait emmenées sur une île pour une mission professionnelle. Et il s'est avéré que les sœurs ont disparu, la maman aussi, et notre protagoniste principale s'est retrouvée confrontée à elle-même, de famille d'accueil, famille d'accueil, etc. Et puis elle continue quand même à faire des avis de recherche et tout. Et un beau jour, du coup, l'une des sœurs réapparaît et donc là, tout va s'imbriquer de façon à ce qu'on comprenne ce qui s'est passé, ce qui justifie que cet enfant n'ait pas grandi et qu'elle arrive comme ça
comme si elle avait cligné des yeux et que elle était toujours dans son époque en fait. Donc c'est très bizarre, c'était un récit très particulier, donc pareil on a une double temporalité qui s'installe parce qu'on a un peu le point de vue de nos protagonistes féminins, les 4 du coup. J'ai bien aimé sans aimer. Voilà, en fait j'ai voulu lire parce que Audrey du Souffle des mots en avait parlé, je sais plus si c'était dans une vidéo ou si c'était sur Insta. Au cas où c'est une vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais elle en avait très bien parlé et elle avait raison sur le côté que c'était du page turner, donc vraiment ça se lisait très très vite, les chapitres étaient assez courts, donc c'était une lecture très dynamique, très rythmée. En revanche, j'ai vite vu venir le plot et j'ai trouvé ça très décevant et pas très crédible. Franchement, j'ai un peu de mal des fois avec la frontière entre le mystique et le... Enfin, je sais pas si c'est du paranormal, mais j'ai trouvé que l'explication était très grossière. C'était un peu dommage. Et puis le côté les sorcières, oui, mais en fait non, en soi. Donc j'ai été un peu déçue de pas en avoir plus. Enfin, je sais pas. Je suis un peu restée sur ma faim parce que je m'attendais à quelque chose d'assez grandiose, entre guillemets. Et c'était plutôt plat. La révélation finale n'a rien de... m'a pas du tout laissé sur les fesses parce que je l'avais vite compris. Et je l'ai trouvé pas très crédible. Donc voilà. Après, si vous aimez les récits ancrés dans la réalité où il y a une frontière et un côté mystique ou quoi, peut-être que ça vous plaira, mais moi ça ne m'a pas convaincu. Et le deuxième livre que je n'ai pas en ma possession qui ne m'a pas convaincu non plus du tout, c'est malheureusement Glace, le premier tome de la trilogie des Glaces de Stacy McEwan, que j'ai lu à l'occasion d'un vlog lecture, donc je vous mets aussi dans la barre d'infos dans le petit i, parce que j'ai lancé un nouveau concept de vidéo, une catégorie qui s'appelle une influenceuse, une reco, où je choisis un titre qu'une de mes influenceuses littéraires préférées a apprécié, beaucoup aimé, et je découvre ce livre. Il s'était vrai que là c'était du coup un des coups de cœur de Nina Quill, et comme généralement on a des goûts assez similaires, on s'y retrouve et tout, et puis elle a toujours le chic pour dégoter un peu des trucs sympas. J'ai voulu lire celui-là, le résumé était tout pointeur et ça n'a pas du tout fait avec moi. C'est un livre assez court déjà. J'ai trouvé qu'il manquait d'aboutissement. On y rencontrait Dawson, qui est une jeune fille qui vit à La Pointe. Donc La Pointe, c'est un petit village à flanc de collines qui est entouré de chaînes montagneuses et d'un gouffre. Donc en gros, elle est là, elle ne peut pas en sortir. Et en fait, elle et ses voisins ont été amenés ici par ce qu'on appelle les glaciens, donc une race d'humanoïdes un peu bizarres, de créatures. Pour moi, dans ma tête, c'est des harpies, vous voyez, ils ont des ailes, des cheveux longs, des cerfs. Voilà, ils ont été amenés ici. Et puis, nos villageois vivent leur vie. Et puis, à certaines périodes de l'année, donc ils sont dans un hiver sans fin, c'est important de préciser que la saison ne s'arrête pas. Les glaciers viennent et ils piochent 2-3 victimes, paf, ce qu'ils appellent la sélection. Ils les emmènent dans leur royaume et adviennent ce qu'il advient de ces gens. Évidemment, notre cher Dawson va se faire sélectionner à un moment donné et va s'en suivre une péripétie où elle va rencontrer un love interest qui s'appelle Rion ou Ryan, bref, qui est un glacien un peu à part parce que lui il est de couleur noire alors que les glaciens de base sont censés être très froids, très glacés, très plutôt albinos, vous voyez, très pâles, etc. Et par un choix qu'elle va faire, ils vont se retrouver à coopérer et elle va découvrir que au-delà de son village, il y a un monde avec des vraies saisons, de la verdure, etc. Et en fait, je peux pas en dire plus parce que, enfin, il n'y a pas de quête à proprement parler, il n'y a pas de but. J'ai trouvé que c'était vraiment très fadasse, donc j'en parle beaucoup dans le vlog lecture, donc n'hésitez pas à aller voir pour avoir un avis bien plus détaillé, là je vais pas m'étendre. Mais j'ai trouvé ça très survolé, ouais, peu abouti. La nana qui a écrit, c'est une tiktokeuse, elle avait lancé l'idée en mode tiens si j'écrivais des trucs comme ça et tout, on l'a un peu encensée et puis elle s'est dit je vais écrire, mais je pense que voilà, elle a voulu faire vite, elle a pas plus planifié que ça, tout ça. Et j'ai trouvé que c'était ouais, fade. Les personnages sont fades. J'ai bien aimé le personnage de Dawson parce que j'ai trouvé que par rapport à ce qu'elle a vécu, ses réactions, ses choix, ses actions étaient justifiées. Mais pour ce qui est de la romance, j'ai trouvé sans intérêt. Vraiment, pour Nina, c'est un très bon ennemi sous lover. Pour moi, j'ai pas vu le côté ennemi. Genre oui, il lance quelques pics, mais bon, à part ça, voilà. Et puis ouais, pas de réelle quête, de but concret, de... Ouais, on veut une vengeance, mais pour qui, pour qu'est-ce c'est en dire sans trop en dire, ils font beaucoup de mystères pour pas grand chose. Et puis bon, bah forcément le plot est prévisible à 12 km. Donc malheureusement ça l'a pas fait pour moi, je ne suis même pas curieuse de lire la suite. Et j'en viens à parler de ma dernière lecture qui était vraiment pas prometteuse de base,
mais que j'ai adoré. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. J'ai lu My Lady Jane de 3 auteurs, donc Cynthia Hand, Brody Ashton et Jodie Meadows, chez Rajo, qui m'a surpris sur tous les plans. Quand je l'ai commencé, alors oui, il y a des choses qui m'ont un petit peu chagrinée parce que au début c'est très grotesque, c'est très rustre. En fait, ce sont les narratrices qui s'adressent à nous, donc des fois elles font un peu des interventions dans le récit, dans les chapitres que j'ai trouvé un peu pas forcément nécessaires. Et également à un moment, pareil, donc là on est en 1553 et à un moment l'un des personnages utilise le terme puceau, genre ah je suis puceau, je trouve que ça collait pas du tout. Donc voilà pour les deux gros défauts majeurs qui m'ont un peu chagriné. Mais encore une fois ici, contexte historique, on reprend un fait réel. Moi je pensais pas du tout que c'était à ce point réel en fait. Donc ici, on est en 1553, on rencontre Edward, qui est le roi d'Angleterre à l'époque, mais qui a une maladie qui fait qu'il est mourant. Et du coup, en parallèle, on rencontre Jane, donc Lady Jane Grey, qui est sa cousine, qui est sur le point de se marier alors qu'elle n'a rien demandé à personne. Et on va rencontrer Gifford, qui lui est son futur époux à Jane, mais qui est aussi un cheval. Parce que la particularité du livre, c'est qu'au-delà du fait réel relaté, on a le côté romancé où on a un petit plan magique où en fait on a les Zodians et les authentiques. Les Zodians, ce sont des gens qui en gros ont la possibilité, la capacité de se métamorphoser en un animal, donc un animal totémique, je ne sais pas. Et les authentiques qui eux sont un peu les normaux en gros, qui sont bien vus, ils sont bien dans la société et qui eux veulent la fin des Zodians parce que pour eux ce sont des aberrations de la nature. Donc voilà, je sais pas si c'est très clair expliqué comme ça, mais voilà. Et donc Jane est promise à ce Gifford, sauf que personne n'a prévenu que en gros son futur mari c'est un cheval, parce qu'en fait dès que l'aube se pointe, il devient cheval et il redevient humain à la tombée de la nuit. Donc en fait, leur mariage est un peu programmé la nuit et tout, trop bizarre. Et il y a un complot qui fait que Edward, qui est atteint d'une maladie, n'est peut-être pas atteint d'une maladie. Bref, il y a du complot. Et qu'est-ce que je voulais dire, à la mort d'Edward, du coup, il a mis dans son testament que sa position revenait à Jane, donc elle va se retrouver reine. Sauf que il y a une des sœurs d'Edward qui n'est pas du tout d'accord et qui va un peu lui vouloir reprendre sa place. Donc vraiment c'est un peu de la cavale, c'est très romanesque, c'est très... J'ai les 3 mousquetaires, mais peut-être pas, j'ai pas lu les 3 mousquetaires donc je peux pas faire des comparaisons, mais je trouve ça vraiment très dynamique, très rythmé, c'était vraiment très chouette, c'est très bien écrit. J'ai trouvé que tous les personnages étaient vraiment intéressants. Et alors quand je me suis penchée sur le fait réel et que j'ai découvert que vraiment, pas à la lettre près, mais tout était vraiment bien exploité. Bon, je pensais m'être fait spoiler parce que à la fin, dans la vraie vie, Jane meurt à la fin. Enfin, elle meurt à un moment et là ça va, elle ne meurt pas à la fin apparemment. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette. Beaucoup d'humour. Alors des fois ça peut paraître un peu lourd, comme je disais, il y a un petit côté grotesque à des moments. Mais j'ai trouvé que ça fonctionnait trop bien. Pourtant au début quand j'ai commencé je dis mais ça part dans tous les sens, ça n'a ni queue ni tête. C'est d'un ridicule affligeant. Et en fait, à partir d'un certain moment, à partir du moment du mariage, hein, ça arrive tôt hein, comme je le dis, ça se lit tout seul. J'ai vu également qu'il y avait une série ou un film qui allait sortir sur Amazon Prime. J'ai regardé mon annonce, a priori elle n'a rien à voir avec ce que j'ai lu. Vraiment, elle m'a mis trop mal à l'aise, elle avait l'air trop gênante la bande-annonce. Donc je sais pas si c'est juste inspiré, mais si c'est une adaptation de ça, je pense qu'il faut pacifier. Si vous voyez la série et que vous détestez la série, foncez sur le livre, il est carrément mieux, je le pense. Enfin, il est vraiment très très bien. Et si vous dites ça et que après vous dites tiens la série je pense que vous allez être trop déçus. Enfin moi la bande-annonce elle m'a pas du tout donné envie, elle était vraiment très 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 malaisante. Il y avait vraiment déjà beaucoup de différences par rapport à ce que j'avais lu, donc je ne m'y fierai pas. Ça c'était mon bilan lecture. Maintenant je vais prendre mes notes, ma tablette, parce que là on va râler. Ça va râler, ça va râler, ça va râler. Non, le plus gros que j'ai abandonné c'est Tu peux rentrer chez toi de Michael Ellis, qui, je vous mets la couverture ici, qui est un polar. Donc pourquoi j'ai abandonné, quand ai-je abandonné, bref. J'ai abandonné vraiment à la page qui était le 50% du bouquin. J'ai vraiment abandonné pile au milieu, donc c'était pas un bouquin très long de base. Pourquoi j'ai abandonné? Parce que c'est archi problématique. Ça m'a carrément posé problème dans ce qui était écrit. Donc on rencontrait une nana, je sais plus son prénom, peut-être ça va revenir tout à l'heure quand je vais lire les extraits.
Mais on rencontrait une nana qui est dans la police, qui est indépendante, qui est pro-féministe, etc. Donc, jusque-là, ok, si tu veux, tu as les bonnes valeurs en toi. Et un beau jour, elle va retrouver, enfin, elle est envoyée sur une affaire où il retrouve un cadavre d'homme. Et la famille de l'homme va dire, bah, celle qui l'a tué, de toute façon c'est sa femme parce que c'est une folle dingue, c'est une manipulatrice, c'est elle forcément la coupable. Sauf que la femme en question a un alibi, c'est que le soir du meurtre, elle était dans un refuge pour femmes battues. Donc trop bizarre. Notre protagoniste principal va faire le lien entre plusieurs affaires qui se ressemblent et où à chaque fois les femmes ont ce même alibi de ce fameux refuge, mais dont on ne sait pas grand chose, qui n'est pas en gros déclaré comme tel, donc trop bizarre, donc il va falloir un peu trouver des infos, etc. Jusque là, ok. En parallèle de ça, on avait la narratrice dont le père a été assassiné et elle a ce besoin de vengeance, de retrouver la personne qui a assassiné son père pour faire vengeance et pouvoir être en paix avec elle. Bon, ok. Déjà, ce passage. Non, déjà, la protagoniste. La protagoniste, j'ai eu un problème avec elle parce que elle est d'un égocentrisme, la nana. Vraiment, pareil, elle a tout vu, tout connu. Et en plus, je sais pas si c'est parce que c'est un mec qui l'a écrit, mais monsieur, arrêtez d'écrire des femmes parce que c'est catastrophique. Elle en a plein la vue de tous ses collègues. Vraiment, tous ses collègues flics, ce sont des messies, ils sont vraiment là. Genre vraiment quand elle était à l'école de police, tous des beaux gosses, à lui trop intéressant, à un moment elle est dans son bureau, elle voit un collègue passer, elle fait c'est vrai que lui il a comme un potentiel beau gosse, il tue et tout machin, genre il est trop talentueux et tout, genre vraiment c'est un... Là on est pro flic, genre j'ai pas de problème avec les flics, mais là vraiment c'était exagéré, c'était vraiment pas crédible. Donc ça pour ça. En parallèle du coup il y a cette histoire de elle veut se venger. Et pareil, elle est détestable parce que elle s'est prise pour Batman. Elle a cru elle était Batman, la nana, genre peu importe ce qu'on lui dit, elle était butée sur son idée. Genre elle a un mec, un moment qui lui est à peu près censé, on va le voir par la suite, c'est important, qui lui dit bah voilà, fais une thérapie, va voir des psys, nan. Donc depuis qu'elle a perdu son père et je crois qu'il y avait une autre personne de sa famille qui était décédée, enfin je sais plus, bref, on s'en fout. Elle a été voir des gens et en fait son refrain c'était que ah mais vous pouvez me donner ce que vous voulez comme médicament, je peux faire autant de thérapie que vous voulez, mais ça m'enlèvera pas l'idée. Ce mec je vais le trouver, je vais le tuer, en fait je vais me venger. Elle est bornée. Et en plus, quand il y a ces passages sur ce point de l'intrigue, ça coupe carrément l'action. Et donc du coup, on n'est plus du tout dans les faits narrés, on est vraiment détaché, distant de l'intrigue principale en fait, parce que ça coupe vraiment le récit. Et en plus, elle fait que se plaindre en mode ah ouais, j'ai toujours pas trouvé, et puis personne fait rien pour m'aider, et puis je suis dans mon malheur, et nanana. Oh madame, tout ça pour dire que, à un moment, sur notre intrigue principale, donc elle se rend compte que certaines affaires sont liées, donc elle va vouloir rencontrer certaines victimes. Et il s'avère que dans ces victimes, ça commençait bien à ce moment-là. Parce que dans ces victimes, il y a un couple lesbien. Donc j'ai trouvé ça chouette qu'on montre le pan où... alors oui, il y a des hommes violents, mais il y a aussi des femmes violentes parce que la violence conjugale, c'est pas juste dans les couples hétéros, ça peut être aussi dans des couples homos, que ce soit lesbiens ou gays. Ok. Et en fait, alors je vais vous lire le passage, comme ça vous allez avoir une mise en contexte. Donc elle fait des recherches sur ce couple lesbien, voir un peu si elle peut avoir des infos, des CV, des trucs pour avant d'aller sur le terrain. Et donc elle tombe sur un selfie de nos deux femmes. Donc nos deux femmes, Joey et Karen. Je vous lis le passage. Donc, en voilà une. Un selfie de Joey et Karen. Je les regarde. J'essaie de dépasser ce que je sais être un cliché. Joey est la femme du tandem, menue, féminine derrière ses lunettes, tandis que Karen est clairement homasse, trapue et menaçante. Alors pourquoi Joey est-elle morte et Karen vivante ? Là déjà rien que ça. Est-ce que c'est de l'homophobie dissimulée de l'auteur ? J'en sais rien. Mais comment ça déjà, en gros, tu nous dis, monsieur, que dans un couple lesbien, celle qui aurait dû être violente, c'est forcément celle qui est plus masculine. Donc déjà, forcément, je sais pas, en 2024, je sais pas, le livre, il a pas été écrit en 2024, mais il a été écrit il y a pas longtemps, et il a eu des prix. C'est quand même scandaleux, je tiens à le dire tout de suite. Mais il n'y a plus de qui est l'homme, qui est la femme. Il n'y a plus de tout ça. Genre s'il y a un mariage lesbien, c'est les deux à son robe ou c'est les deux à son costume, c'est comme ça. Si quel âge a changé ou la luminosité ou que sais-je, je suis désolée. En fait, je viens de terminer de tourner cette vidéo. Et en voulant vérifier si
le rush était plutôt sympa. Il s'est avéré que le téléphone s'était éteint, donc je ne savais pas si je ne savais pas ce qui avait été tourné ou non. Il s'avère que il manque juste, je pense, les 10 dernières minutes, donc ce que j'étais en train de dire, donc je vais essayer de reprendre toutes mes idées et où je suis arrêtée du coup dans la vidéo, voilà. Je reprends donc où j'en étais, donc on venait de lire le passage sur le couple lesbien, et donc oui, je disais que vraiment en 2024 on ne peut pas encore avoir cette façon de penser de si la nana elle fait 1m80, 80 kg, musclée et tout, bien charnue là, que ce soit forcément elle qui fait l'homme. Pas du tout, vraiment, bref, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, arrêtez avec ça. Donc ça, et je trouve que, enfin, elle dit quand même, j'essaie de dépasser ce que je sais être un cliché. Tu sais que c'est un cliché, donc pourquoi tu le penses en fait? Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est pas cohérent. Vraiment, être dans sa tête, c'est un calvaire à la nana. Enfin bref, c'est pas le pire de ce qui nous attend dans ce coup de gueule. Attention, parce que là, on monte crescendo. Bref. Donc, suite à ça, notre protagoniste, apprend que ce fameux refuge pour femmes est en gros, c'est en mode, c'est comme Secret Story, genre tu arrives, tu signes un contrat en mode de confidentialité où tu dois pas parler de ça à l'extérieur, etc. Lol. Donc elle se dit, bah il faudrait quand même réussir à trouver le refuge et pouvoir choper des infos. Et quelle idée de génie n'a-t-elle pas pour choper des infos? Si vous avez de la juste, vous le voyez venir et vous êtes scandalisé au même point que moi, j'étais scandalisée parce que je me dis, quand j'ai lu, je me dis non, ça comme idée, impossible, enfin c'est trop gros, c'était ça. Elle décide, du coup, pour aller pêcher les infos, de s'infiltrer dans ce refuge de femmes battues, comme aide domicile, non. Comme femme de ménage, non. Comme femme battue, oui. C'est une idée de génie pour elle. Elle se dit que si elle arrive là-bas en tant que femme battue, elle va vraiment être au cœur du truc, elle va vraiment être intégrée parfaitement. Elle va voir donc sa supérieure qui est une femme. Voilà, j'ai dit sa supérieure, hein, pas son supérieur, sa supérieure qui est une femme, qui ne voit pas le problème dans l'idée. Vraiment, elle n'est pas scandaleuse. Ok, vas-y, mais fais gaffe quand même, tu vois. Et là, donc, notre protagoniste, avec son idée de génie, va aller voir son mec et lui dire, tu veux pas me casser la gueule pour que j'ai des hématomes, pour que je sois plus crédible en fait quand je vais aller au refuge? Madame, comment ça? Heureusement le mec est censé, il lui dit mais ça va pas la tête ou quoi, t'es dingue, trouve une autre solution. Elle non, parce que déjà si elle est butée avec la vengeance de son père, croyez-vous que là, avec son idée de génie, elle va révolutionner le monde, elle est au taquet. Donc, comme son mec veut pas coopérer, à quel gros crétin, elle décide d'aller provoquer une de ses collègues avec qui elle a des différends suite à une affaire où il y a eu des quiproquos, enfin bref, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Et donc je reprends ma tablette parce que nous allons avoir un nouveau moment lecture scandaleux. On est du coup dans sa tête, donc là elle nous fait un récap dans le paragraphe avant de pourquoi elles ont des différends. Et du coup elle se rend au niveau du vestiaire qui est mixte, important, vous allez le comprendre, mais du coup il y a des femmes et cette fameuse collègue. Et du coup elle nous dit, en m'appuyant sur son consentiment, ce sera un jeu d'enfant de provoquer une bagarre. Déjà. Je commence par un sarcasme, l'arme du fou. Chouette robe, Linda. Tu dois t'infiltrer dans un marché aux puces? Au vestiaire, en présence de quelques collègues masculins, j'obtiens des rires. Linda réagit par des invectives en espagnol qui récoltent des ou des mêmes collègues masculins. Je descends sous la ceinture. Ton cul n'est pas jaloux de toute la merde qui vient de sortir de ta bouche? Fuentes rétorque. Fuentes, c'est le nom de la collègue. T'es dangereusement près de me foutre la rage là, ça va se terminer par un tour aux urgences ou au gymnase, là on enfilera des gants et t'apprendras ce qu'il faut pas me chercher. Donc déjà, là il faut savoir que la collègue elle est pas au courant de pourquoi elle se fait piquer comme ça. L'autre elle la prévient pas forcément parce que sinon ça fonctionne pas. Donc elle lui fait alors vraiment il y a un retournement du cerveau. Et donc elle lui répond, bah les gants alors parce que les urgences c'est pour les êtres humains pas pour les radasses comme toi. Déjà, je trouve la méchanceté est gratuite, vraiment. Déjà, ça m'énerve. Donc, du coup, ce qui fait qu'elles vont sur le ring. Il y a un superviseur qui les laisse se battre, donc avec des gants, des protections, etc. Puis, quand ce surveillant a le dos tourné, la collègue retire ses gants et la frappe pour de vrai. Voilà. Donc, l'autre, forcément, elle ne se défend pas. Elle dit donc.
Les coups fusent de plus en plus vite, elle s'insinue sous mes bras levés, me bourre les reins et me fait perdre l'équilibre. Je m'écrase au sol, elle me shoot dans les côtes. Oh Linda Fuentes, tu es un don du ciel, décidément bien meilleure bagarreuse que moi. Donc ça c'est en italique, donc c'est en mode sa pensée dans sa pensée, vous voyez ce que je veux dire. Et donc la collègue finit de la taper et lui dit t'as ton compte pétasse. Elle lui répond je crois. Et là du coup la collègue lui répond t'es foutu, dit-elle en se dirigeant vers les douches, me laissant bien amocher. Et là, attention, asseyez-vous parce que là le scandale est à son paroxysme. Donc là elle est bien amochée. Et la pensée de notre protagoniste est donc mais je suis habillée pour un séjour chez Artemis, refuge pour femmes battues, je m'appellerai Lucie. Et là, je vous le dis en mille, j'ai fermé le bouquin, je l'ai jeté par terre. Vraiment, parce que là, je suis désolée, mais dire, déjà, aller provoquer quelqu'un volontairement, qui n'a rien demandé, qui vraiment tient ses distances parce qu'elle l'aime pas, t'aimes pas ton collègue, tu vas pas forcer, elle va la provoquer, elle se fait tabasser la gueule, et elle a le culot de dire qu'elle est habillée pour intégrer le refuge de femmes battues. Et en plus, elle va prendre une autre identité. Donc vraiment, elle se crée une identité de femme battue. Et elle a dit qu'elle était habillée pour, genre, c'est un habit. Les hématomes, c'est être habillée, c'est être déguisée, c'est un déguisement. À quelle heure? Excusez-moi si ça vous choque pas, mais moi, ça me pose problème de A à Z, de Z à A et tous les alphabets qui existent. Vraiment, à quelle heure tu te dis, je vais me faire taper la gueule pour me mettre dans la peau d'une femme battue, genre sans voir ce que ça fait. Ben non. Parce que déjà tu te fais taper la gueule, déjà tu vas demander à ton mec. Déjà tu lui demandes de taper volontairement. N'importe quoi. Aberrant. Ensuite tu vas aller provoquer une collègue sans rien lui dire, elle a rien demandé, pour qu'elle te tape la gueule en mode, déjà ça n'a pas de rapport, ça n'a pas de contexte. Parce que les nanas qui sont victimes de violence conjugale, elles ont juste mal rangé les verres dans les placards. Donc qu'elles se prennent une gifle ou qu'elles se fassent tabasser de manière plus virulente, dans tous les cas c'est leur compagnon, c'est pas leur collègue. Donc déjà là le récit il a pas de sens, il est pas cohérent, c'est inadapté et puis c'est déplacé. Enfin de toute façon en fait je vois pas pourquoi j'épilogue parce que c'est juste scandaleux. Vraiment je vois pas comment en 2024, enfin en 2020 et quelques, à notre époque, on peut laisser publier un texte comme ça. Je comprends pas comment des paroles comme ça, c'est vraiment un pied de nez aux femmes victimes de violences conjugales, et aux hommes, et aux gays, aux lesbiens, tout ce que vous voulez, peu importe les genres, mais toutes victimes quoi. Et je me dis, en fait, c'est que je me dis, j'ai lu ça et je me dis, mais putain, dans le milieu de l'édition, t'as quand même beaucoup de femmes quoi, genre, ça se trouve l'éditrice c'est une femme, ça se trouve le comité de lecture il y a des femmes, et il y en a aucune qui a tilté de se dire, mais attends, c'est pas normal. Genre, tu veux défendre quoi là? Genre, tu veux faire passer quel message? Parce que, alors, là, on va spoiler, gros sur ma tête. De toute façon, lisez jamais ce livre. Vraiment, si vous avez une curiosité, il n'y en a pas besoin. Je vous ai lu les 2 pires passages. Ça va être un calvaire si vous essayez de le lire. Bref, par curiosité, je me suis dit, je vais aller lire le dernier chapitre. Parce que peut-être il y a une morale, peut-être les tenants et les aboutissants, je vais capter quelque chose et me dire, ah bah finalement, peut-être je vais reprendre parce que le cheminement va faire que non. Mais déjà, rien de base justifie de se faire battre volontairement. Déjà. Et en fait, il s'avère. Alors, attendez, je prends mon papier parce que pour vérifier. Dans le dernier chapitre, on comprend donc que notre protagoniste hérite, enfin devient propriétaire de ce fameux refuge. Et on comprend en fait que l'alibi de ces femmes permettait à en gros une équipe de. Pas de mercenaires, mais de personnes, je sais pas si c'est des femmes ou des hommes, mais qui allaient se débarrasser du mari. Et comme ça, vous voyez, ça se goupillait et tout. Et donc dans le dernier chapitre, notre protagoniste devient la nouvelle propriétaire. Ils accueillent une nouvelle victime. Et on apprend que du coup, son mari est dans un bar et que c'est le copain de notre protagoniste, donc qui lui était censé de base. Donc je sais pas ce qui s'est passé dans les pages pour qu'il devienne débile et qu'il devienne en gros complice de tout ça. Qui va aller à la pêche aux infos du mari. Et après, on va comprendre que le mari ne reviendra pas de son week-end de pêche. Donc en gros, qu'ils se seront débarrassés de lui et que la femme pourra donc rentrer chez elle, d'où le titre. En gros, le tu peux rentrer chez toi, c'est la phrase, le feu vert pour c'est bon, ton mari est mort et tu ne seras pas menacé davantage. Déjà, il n'y a même pas de morale en fait. À quelle heure c'est ça que tu fais passer comme message? Genre, en mode c'est trop facile. Ah, ça m'énerve. Et je vous dis, et encore sur mes story boostages, je venais de terminer le bouquin, donc j'étais vraiment à chaud, là je suis un peu redescendue, mais ça me crispe toujours autant, genre vraiment je l'ai là. Moi je comprends pas comment on peut laisser passer un texte avec des propos comme ça. Alors déjà, le côté de l'homophobie, bon,
Après, tu sais, si t'as un contexte, moi je dis toujours, que ce soit dans la fantasy ou des trucs comme ça, s'il y a des contextes au racisme ou des trucs, si après il y a des morales, des messages qui sont passés derrière, je peux le concevoir. Si c'est du racisme pour être raciste, pour dire ouais les bougnoules c'est dehors, moi pour moi ça n'a pas d'intérêt. Mais ça on sait toujours un peu nuancer, on sait toujours détecter quand c'est du vrai problématique et qu'on sait quand ça vient desservir l'histoire et que ça s'enchaîne et voilà. Et pareil, autant dans un Agatha Christie, un Jules Verne, un Conan Doyle qui est du racisme, du sexisme, du machisme, je peux le comprendre parce qu'à l'époque où ça a été écrit, c'était des choses qui étaient des pensées dites normales. Je veux dire, maintenant en 2024, voilà, comme je disais, quand on lit des choses, on sait faire la part des choses entre ce qui est un racisme volontaire, qui est on veut juste être raciste pour être raciste, et du racisme qui va être au centre d'une histoire, qui va montrer des minorités, etc. etc. Et quand on voit, oui, que les Teenage sont devenus illétés, c'est parce que quand même on a une prise de conscience avec les époques qui évoluent, que oui, bah, le sexe on va pas le refaire, parce que de toute façon à l'époque c'était comme ça, les gens pensaient comme ça, donc il faut garder ce côté crédible. Mais dans le titre, on peut faire en sorte d'essayer d'atténuer le problème. Voilà, comme la pâtisserie La Tête de Nègre, maintenant c'est une truffe au chocolat, bah voilà, il faut évoluer avec son temps, les idées ne sont plus les mêmes. Et donc du coup, je ne comprends pas comment là, ça, on trouve pas ça problématique quand on lit et qu'on se dit ouais, on va publier, et en plus il reçoit des prix le truc. Moi je trouve ça aberrant. Alors peut-être que rien ne vous a choqué là-dedans et que c'est moi qui ai vraiment fait une fixette et pourtant je ne suis pas concernée, mais je trouve que si une personne concernée ou qui a un proche concerné ou autre qui lit ça, bah pour moi c'est se moquer du monde, c'est se moquer de cette minorité de femmes ou d'hommes, de toute personne victime de violences conjugales, vraiment, voilà. Donc je me suis un peu étalée sur ce pan de la vidéo de l'abandon, mais parce que j'avais besoin de faire ce gros red flag, genre vraiment si vous voyez ce livre, mais vous saurez le contenu et vous pourrez vous dire mais c'est pas possible. Donc écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez eu des lectures problématiques comme ça, que vous avez abandonné, que vous avez été au bout et que vous avez vu s'il y avait une morale ou non. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Est-ce que voilà, est-ce que ça vous choque? Est-ce que c'est moi qui est vieille France et qui voit le mal partout? En tout cas, sachez que si vous êtes vous-même victime de ce genre d'abus, ou si vous êtes dans une relation qui n'est pas saine, sachez qu'il y a réellement des refuges, pas qui vont se débarrasser de la personne problématique, il ne faut pas non plus pousser, mais il y a des dispositifs, des numéros, des associations qui sont là pour vous aider, pour vous éloigner des menaces, des milieux toxiques. Donc n'hésitez pas à vous renseigner ou à faire un appel à l'aide à un proche, des proches. Et voilà. Donc sur cette note négative, sur ce coup de gueule, qui est quand même compensé par une dizaine de lectures très positives, hein, voilà, il faut quand même voir le bon côté des choses. J'espère que vos lectures de genre ont été très bonnes. J'ai l'impression de radoter vu que je retourne ce passage, mais en tout cas ma foi je vais commencer juillet avec l'optique de baisser ma palle, parce que là vraiment dans les lectures de ce mois-ci je crois qu'il y avait 0 livre de ma palle de base, donc on s'est un petit peu emballé, mais voilà. Je vous souhaite de belles lectures, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à commenter pour qu'on puisse échanger, parce que ça peut toujours porter à débat ce genre de sujet. Donc voilà, je serais curieuse d'avoir vos retours de lecture si vous avez eu des trucs qui vous ont fait tiquer à des moments, que ce soit dans des vieux livres, des livres récents, que sais-je. Sur ce, je vous dis, je vous souhaite une belle journée, parce que vous verrez ça le matin, peut-être. Bref, belle journée, bonne soirée, ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Salut!